Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo du chapitre probabilité. Nous avons vu précédemment un rappel sur les ensembles, puis dans une deuxième vidéo, la découverte des dénombrements avec nos playlists, arrangements et combinaisons. Allons maintenant découvrir les probabilités proprement dites, avec tout le langage que ça implique. C'est un domaine de mathématiques qui est assez séparé du reste et qui donc a son langage propre. On va s'apercevoir que pour bien parler de probabilité, on aura besoin du langage des ensembles et que dans un certain nombre de cas de figure, les dénombrements vont être nécessaires et dans d'autres cas, non. Commençons par parler de ce qu'on appelle l'expérience aléatoire et les événements. L'expérience aléatoire d'abord, c'est donc notre jeu de hasard. Par exemple, en prenant un exemple très simple, lancer un dé et noter son résultat. Donc, ça peut conduire à quelque chose qui est très simple à l'arrivée. C'est-à-dire que si je lance un dé et non pas 2 ou 3, le résultat possible peut être très simple. L'expérience peut être un petit peu plus compliquée. On avait parlé dans la première vidéo de poker avec le fait d'obtenir un brelan. Ici, organisons une course et ayons pour objectif de noter le podium avant que la course soit terminée. Donc nous avons par exemple 8 coureurs au départ et nous voulons envisager les podiums possibles. De la même façon qu'à gauche, nous lançons notre dé et nous voulons envisager les résultats possibles du dé. Ces résultats possibles forment un ensemble qui va s'appeler l'univers. L'univers de l'expérience aléatoire. Dans le premier cas, l'univers est très simple. Oméga est égal à l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le second cas, nous avons 8 coureurs que l'on peut nommer A, B, C, D, E, F, G, H. Et les résultats possibles ne sont pas le vainqueur seul, mais les podiums, qui peuvent donc contenir, ou qui doivent contenir, 3 coureurs dans un ordre bien précis. Donc notre univers, ça peut être par exemple, comme l'image nous le montre, CFB, donc ce podium-là, ou alors le podium BEA, ou EGH, ou DBC, bref, beaucoup de possibilités. Et là, on s'aperçoit qu'on aurait peut-être du mal à écrire oméga en intégralité. Mais ce qui va nous intéresser, et c'est pour ça que les dénombrements ont été faits avant dans le chapitre, c'est simplement le nombre d'éléments que contient oméga, le nombre de podiums qui sont possibles avant que cette course ne se produise. Les éléments de oméga s'appellent des issues. Par exemple, 3 et 5 sont deux issues lorsqu'on lance un dé. Les issues dans notre course à pied sont, par exemple, EGH ou BEA. Ce sont des triplets de 3 éléments. Maintenant, qu'est-ce que c'est dans tout ça qu'un événement? Donc là, on va aller un petit peu plus loin et un peu dans le détail de oméga. Lorsqu'on lance un dé, je peux définir l'événement A qui est obtenir un nombre pair. Alors j'aurais pu obtenir, ou plutôt définir un événement plus simple comme événement A, obtenir 5. À ce moment-là, on appelle ça un événement élémentaire, c'est-à-dire qu'il est associé directement à une issue. Par contre, un événement composé comme celui-ci, obtenir un nombre pair, va concerner plusieurs issues de oméga. Dans oméga, A concerne les issues 2, 4, 6. Si on utilise le langage des ensembles, on s'aperçoit que l'événement A est vu comme une partie de oméga. Définissons maintenant l'événement B qui est obtenir au moins 3. Donc 3, 4, 5 ou 6. B est une autre partie de oméga. Événement C, obtenir au plus 2. Au plus signifie bien sûr au maximum. Donc C contient 1 et 2. En tout cas, à chaque fois que nous voulons définir un événement qui peut se produire lors d'une expérience aléatoire, nous définissons un sous-ensemble de oméga. Alors, c'est très important de voir des événements comme des ensembles, parce qu'on a vu dans la première partie du chapitre que on avait des outils sur ces ensembles, la possibilité de créer des intersections, des réunions, de parler d'un complémentaire, et des formules sont apparues qu'on va pouvoir utiliser telles quelles dans les événements et les probabilités.
Par exemple, A inter B signifie donc A et B. Il s'est produit A et B à la fois. Comment se peut-il qu'à l'issue du lancer d'un dé, on ait obtenu un nombre pair et au moins égal à 3? S'il vaut 4 ou 6. Donc A inter B est une partie de A qui lui-même était une partie de oméga. A inter B, c'est l'ensemble 4, 6. La réunion maintenant, que signifie A union B? On avait vu que la réunion consistait en le mot logique ou. Pour être dans A union B, il faut avoir réalisé A ou B, ce qui signifie soit A, soit B, soit les deux. Donc on regroupe A et B en un seul ensemble plus grand. Et si je veux regrouper 2, 4, 6 avec 3, 4, 5, 6, eh bien ça me donne l'ensemble 2, 3, 4, 5, 6. À partir de là, avant de définir le complémentaire, ce qui s'appellera ici événement contraire, il faut spécifier deux choses. Donc on va stipuler ou assumer le fait que oméga est un événement certain et que l'ensemble vide est un événement impossible. Alors je m'explique. Lorsque vous lancez un dé, vous devez être sûr de tomber dans oméga. C'est-à-dire que le résultat sera forcément 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Dans le monde physique dans lequel on vit, ça n'est pas une évidence. Lorsque vous lancez un dé, il peut rester en équilibre sur la tranche, surtout si vous êtes sur de la moquette. Donc ce genre de cas de figure ne doit pas pouvoir venir interférer sur les futures formules. Donc on doit se placer dans un cadre idéal où oméga est certain et où l'ensemble vide, c'est-à-dire ne rien obtenir quand on lance son dé, est quelque chose d'impossible. À partir de là, le contraire de l'événement A, qui sera noté A bar, c'est ne pas tomber dans A. Mais ne pas tomber dans A, ça sera avoir un résultat de 1, 3 ou 5. Donc, le contraire d'obtenir un nombre pair sera obtenir un nombre impair. Mais avec notre moquette, le contraire d'un nombre pair pourrait être un nombre impair ou rien. D'accord? Donc on exclut le fait de ne rien obtenir ou la possibilité de ne rien obtenir. B et C, on peut le constater, sont deux événements contraires. C'est-à-dire que obtenir autre chose que 3, 4, 5 ou 6, c'est obtenir 1 ou 2. Et ça peut se dire dans l'autre sens, bien entendu. B bar égale C et C bar égale B. On en déduit que B et C sont des événements incompatibles. Ça me donne l'occasion de définir ce terme. Deux événements sont dits incompatibles s'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps. Effectivement, si vous lancez votre dé, vous ne pouvez pas être à la fois dans B et dans C. Vous ne pouvez pas réaliser les deux événements à la fois. Autre exemple, obtenir 4 et obtenir moins de 3 sont deux événements incompatibles. Alors attention avec les termes, deux événements incompatibles ne sont pas forcément contraires. Obtenir 4 et obtenir moins de 3 ne sont pas deux événements contraires. Bien, parlons maintenant de probabilité. En fait, on vient de voir qu'un événement noté A contenait certaines possibilités de oméga parmi d'autres. Et donc que A, sous forme d'ensemble, est une partie de oméga. Donc l'événement A contient un certain pourcentage de possibilités au sein de oméga, entre 0 et 100% de possibilités. Ce qui veut dire en termes numériques, en nombre réel, que P de A, ce qu'on appellera la probabilité de A, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Voilà. Donc entre 0 et 100%. À partir du moment où on définit proprement et un peu plus proprement que ce que je viens de montrer une probabilité, nous avons des égalités qui tombent assez directement et qui sont valables dans tous les cas. Ce sont celles-ci que vous devez absolument connaître par cœur, sur le bout des doigts. La probabilité de l'ensemble vide est égale à 0, ce qui se traduit par l'ensemble vide est un événement impossible. Tout à droite, P de oméga égale 1. Oméga est un événement certain, sa probabilité c'est 100%. Et puis entre les deux naviguent des événements dont la probabilité oscille entre 0 et 1.
La probabilité de A plus celle de son complémentaire ou de son contraire est égale à 1. Effectivement, prenons un dé, même truqué. Si les chances de l'événement A obtenir un nombre pair sont de 30%, avec un dé truqué, alors celles de ne pas obtenir un nombre pair sont de 70%. La somme des deux est égale à 1. Donc, que le dé soit truqué ou non, que l'on ait 30% d'un côté, 70% de l'autre, ou alors 50%, 50%, la somme vaudra toujours 1. Vous reconnaissez sans doute ces formules qu'on a obtenues dans les cardinaux et qui se retraduisent ici dans les probabilités. P de A inter B plus P de A inter B bar égale P de A. Donc, obtenir l'événement A avec l'événement B, c'est quelque chose qui est complémentaire ou contraire dans A du fait d'obtenir A avec B bar, et la somme des deux probabilités donnera P de A. Alors, évidemment, on expliquera mieux ça avec des exemples. Et enfin, nous avons une formule qui était valable sur les cardinaux, qui le devient sur les probabilités. P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Très bien. Toutes ces formules sont parfaites, mais elles ne nous disent pas encore comment est-ce qu'on calcule une probabilité. On calcule une probabilité dans la mesure où on a par expérience des mesures qui ont été faites et qui nous permettent d'en estimer une, ce qui est autre chose, mais surtout si on a équiprobabilité des issues. Autrement dit, si tous les éléments de oméga sont équiprobables, par exemple dans notre lancer d'un dé, si chaque face a une chance sur 6 de sortir, alors la probabilité d'un événement est égale tout simplement au cardinal de l'événement considéré divisé par le cardinal de oméga. Bien entendu, encore une fois, c'est avec des exemples que nous allons bien comprendre cette dernière formule. Alors, je l'ai surlignée en bleu parce qu'elle n'est pas valable dans tous les cas. Il faut faire très attention. Cette formule est conditionnée au fait que on ait l'équiprobabilité des issues de oméga. Voyons maintenant 3 exercices qui vont nous permettre d'illustrer tout ça et de nous faire réutiliser des outils qu'on a vus dans les parties précédentes du chapitre, au besoin. Je rappelle mes formules et je prends l'exercice 18 dont l'énoncé est « L'expérience aléatoire consiste ici à tirer au hasard un nombre parmi les entiers de 1 à 20. » Donc il faut être vigilant quand on nous parle de lancer de pièces ou de dés ou de tirage d'objets. Les dénombrements se cachent derrière la plupart du temps. Voyons ce qui se passe si on choisit au hasard un élément, comme ici. La première question consiste à déterminer le cardinal de oméga, ce qui nous sera très utile. Oméga, qu'est-ce que c'est? De quoi se compose-t-il et combien sont ces éléments? J'ai un ensemble initial des entiers de 1 à 20. Je dois tirer au hasard un élément. Quel est oméga? Eh bien, les issues possibles sont, j'ai obtenu le 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4, etc. jusqu'à 20. En fait, si petit p égale 1 en dénombrement, oméga se trouve être exactement l'ensemble initial. Et donc, je n'avais pas besoin de faire ce schéma, on s'en aperçoit après coup. Le cardinal de oméga est bien sûr égal à 20. Oméga contient 20 issues possibles dans cette expérience. Maintenant, on définit des événements qui sont des parties de oméga. Événement A, obtenir au moins 15. Événement B, obtenir un nombre pair. Et on nous demande un certain nombre de probabilités. Cette fois-ci, on a accès à tous nos outils qui se trouvent à droite. Non seulement les formules qui permettent de combiner des probabilités entre elles, mais aussi la formule en bleu qui va permettre de calculer une probabilité. Alors, cette formule en bleu est valable si les issues de oméga sont équiprobables. Est-ce que dans notre expérience, on avait les mêmes chances d'obtenir le 2 que le 8, par exemple? Bien entendu, on n'était pas dans un choix orienté, mais il est purement aléatoire. Donc, P de A est égal à cardinal de A sur cardinal de oméga. Alors, voyons un petit peu, puisque le cas de figure est simple ici, comment se décompose oméga en termes d'événements A, d'événements B, de leur croisement, de leur extérieur, bref, en termes de schéma général des ensembles.
Parmi les issues de 1 à 20, celles qui appartiennent à A inter B bar sont 15, 17, 19. Alors je m'explique, pour être dans A, il faut être au moins égal à 15. Et pour être dans B, il faut être pair. Or, A inter B bar représente les impairs, donc 15, 17, 19. Par contre, dans A inter B, on va retrouver les nombres qui sont au moins égaux à 15 et pairs, donc 16, 18, 20. À côté, dans A bar inter B, nous avons les nombres qui ne sont pas égaux au moins 15, donc les nombres de 1 à 14, mais qui sont quand même pairs, puisqu'on reste dans B. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et puis nous avons à l'extérieur de A union B, tous les autres. Donc ceux qui ne sont ni dans A, ni dans B. C'est-à-dire inférieurs strictement à 15 et impairs. Je ne les écris pas ici pour des raisons de manque de place, mais il s'agit de 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Maintenant, première question, calculer P de A. P de A vaut le nombre d'éléments qui se trouvent dans A divisé par le nombre d'éléments de oméga. Autrement dit, 6 sur 20. P de A bar maintenant. Eh bien, j'ai une formule qui va me permettre directement de la déterminer. Ce n'est pas la peine d'aller compter les éléments de A bar. Je sais que P de A bar vaut 1 moins P de A. Donc 14 sur 20, donc 0,7. Troisième question, P de B. Je reviens dans l'ensemble B, qui contient tous les nombres pairs entre 1 et 20. Il y en a 10. P de B vaut 10 sur 20. Ensuite, on nous demande P de A inter B. Dans les formules en vert, je m'aperçois qu'aucune d'elles ne me permet de calculer directement P de A inter B. Et si vous pensez à P de A fois P de B, vous vous trompez dans la grande majorité des cas. Si P de A inter B était égal à P de A fois P de B, ça se saurait, et je l'aurais mise sur fond vert en haut. P de A inter B va être calculé à partir de la formule bleue, en comptant les éléments présents dans A inter B. Il y en a 3. P de A inter B est égal à 3 sur 20, 0,15. Là, certains qui ont pu remarquer quelque chose peuvent me dire « Oui, mais si je multiplie P de A par P de B, ça me donne P de A inter B. » Et effectivement, 0,3 fois 0,5 égale 0,15. Bien, en fait, j'ai fait exprès de nous placer dans cet exercice dans un cas particulier où ça fonctionne. Et on le verra dans un exercice ultérieur où on reviendra sur ce cas de figure. Nous sommes dans un cas particulier ici. Laissons ça de côté pour l'instant. Allons voir la dernière question, P de A union B. Je n'ai pas besoin de compter les éléments de A union B. J'ai une formule au-dessus qui me dit comment le calculer à partir d'autres éléments. Mais si je voulais compter les nombres qui se trouvent dans A union B, je pourrais, puisque j'ai le schéma sous les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc P de A union B vaut apparemment 13 sur 20, autrement dit 0,65. Maintenant, faisons confiance à notre formule en vert. P de A union B est aussi égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. 0,3 plus 0,5 moins 0,15. Et je retombe bien sûr sur 0,65. Deuxième exercice. L'expérience aléatoire consiste à tirer simultanément 3 lettres de l'alphabet. Alors attention, cette fois-ci on n'a plus un élément, mais on en a 3. Donc oméga ne ressemble plus à l'ensemble initial, on a besoin de notre schéma et de dénombrement. Dès que P est strictement supérieur à 1, on a besoin de dénombrement. L'ensemble initial, c'est l'alphabet. N égale 26. Je dois piocher 3 éléments dans l'alphabet, et oméga est l'ensemble des groupes de 3 lettres que j'ai pu obtenir. Alors, je donne ici quelques exemples. Je ne vais évidemment pas pouvoir tout lister. Il y en a trop. Je remonte dans l'énoncé où on me dit on fait une pioche simultanée. Donc, j'ai un sac qui contient 26 jetons. J'en prends 3 d'un coup avec ma main au hasard. La répétition est donc impossible. Je ne peux pas avoir 2 fois le A. Et l'ordre n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est quelles sont les lettres que j'ai dans ma main. Elles ont été obtenues en même temps. Ni ordre ni répétition, ça s'appelle des combinaisons. Le cardinal de oméga, c'est C26,3.
qui vaut ici 2600. Donc j'aurais mis beaucoup de temps pour écrire tous les groupes de 3 lettres possibles à l'issue en sortie de l'alphabet. Très bien. Donc le cardinal de oméga qui va être utile dans la formule bleue vaut ici 2600. Regardons maintenant les événements qu'on définit. A, obtenir 3 consonnes. B, obtenir 2 consonnes. C, obtenir une consonne. Et D, obtenir 3 voyelles. Je m'aperçois que j'ai partitionné oméga en 4 sous-ensembles disjoints, c'est-à-dire bien distincts les uns des autres. Effectivement, dans les groupes de 3 lettres, il y a celles qui sont composées de 3 consonnes. Il y a à côté celles qui sont composées de 2 consonnes et une voyelle, donc B. Celles qui contiennent une consonne et 2 voyelles, donc C. Et celles qui contiennent 3 voyelles. Et il n'y a rien d'autre. Nous sommes dans la partie qui a été présentée dans la vidéo précédente, à la fin de la vidéo, sur combinaison et partition. Alors, première question, sont-ils 2 à 2 incompatibles? Je viens de le dire, un groupe de 3 lettres ne peut pas être à la fois dans A et dans B. Soit il contient 3 consonnes, soit il contient 2 consonnes et une voyelle. Idem pour la compatibilité BC ou AD ou BD, etc. Oui, ils sont 2 à 2 incompatibles. Forment-ils une partition de oméga? Pour former une partition, il faut être non seulement incompatible, mais en plus faire en sorte que le regroupement forme oméga tout entier. Or, effectivement, les groupes de 3 lettres sont forcément dans A ou dans B ou dans C ou dans D, ils ne peuvent pas être ailleurs. Donc oui, ils forment une partition de oméga. Calculez leurs cardinaux, puis leur probabilité à 4 chiffres significatifs. Je dois être capable de compter le nombre d'éléments de A. On a vu dans la vidéo précédente que lorsqu'on s'intéressait à une distinction entre consonnes et voyelles, c'est-à-dire une partition dès l'ensemble de départ, on devait considérer des combinaisons exclusivement pour les voyelles et des combinaisons exclusivement pour les consonnes. Et à l'issue de ça, on peut multiplier les deux entre elles. Par exemple, pour le nombre d'éléments de l'ensemble B, les groupes de 3 lettres contenant 2 consonnes et une voyelle, eh bien, je calcule C22 fois C61, parce que je dois choisir 2 consonnes dans les 20 consonnes de l'alphabet et une voyelle dans les 6 voyelles de l'alphabet. Plus schématiquement, je peux reproduire un tableau non seulement de l'alphabet, mais aussi des sous-ensembles de oméga. L'alphabet au départ contient 20 consonnes et 6 voyelles. L'ensemble A doit contenir des groupes de 3 consonnes et 0 voyelles. Donc, pour calculer le nombre de groupes de 3 lettres de l'ensemble A, je vais calculer C23 fois C60. Ce tableau me le montre un peu plus clairement. Pour calculer le cardinal de B, je dois calculer C22 fois C61. Pour calculer le cardinal de C, je dois calculer C21 fois C62. Et pour le cardinal de D, C20 fois C63. Les résultats, on les avait obtenus également à la vidéo précédente, sont 1040, 1040, 300 et 20. Alors, mais culpa, je crois que j'ai fait une petite erreur d'écriture. Oui, c'est ça. J'ai bien 1140 et pas 1040. Voilà, erreur d'écriture. Les probabilités reprennent les bons chiffres, bien entendu, heureusement. La probabilité de A, eh bien, c'est les formules en bleu. C'est cardinal de A sur cardinal de oméga. J'ai 1140 chances sur 2600 de me retrouver dans A lorsque je pioche 3 lettres dans l'alphabet. En pourcentage, donc 43,85%. Je donne un résultat à 4 chiffres significatifs comme on me l'avait demandé. 4, 3, 8, 5. 43,85. La probabilité de B est bien sûr la même, celle de C, 300 chances sur 2600, 11,54%. Celle de D, 20 chances sur 2600, 0,7692%. J'ai moins d'1% de chance de tomber dans l'événement D, c'est-à-dire d'avoir pioché 3 voyelles. Bien entendu, parce que les voyelles sont plus rares dans l'alphabet que les consonnes. Donc j'ai une grande dissymétrie
entre les événements A, B, C et D à l'arrivée. Voilà, je vous remercie presque d'avoir suivi cette vidéo. J'allais oublier le dernier exercice. Alors, exercice 20, expérience aléatoire, lancer 2 dés et noter le total. Bon, très bien. Alors, nous allons envisager de décortiquer la situation, bien entendu, mais sans schéma pour l'instant. Première question, quels sont les différents totaux possibles? Si vous lancez 2 dés, le total peut être au minimum de 2 et au maximum de 12, et tous les résultats intermédiaires sont atteignables. Par exemple, 5 peut être fait si vous lancez vos dés avec un 2 et un 3. Sont-ils équiprobables? Alors là, c'est une question un petit peu délicate. Est-ce que j'ai autant de chances de faire un total de 5 qu'un total de 7 en lançant 2 dés? Ou un total de 2 et un total de 6, etc. Mais en fait, il faudra avoir sous les yeux ce que peuvent faire nos dés avant d'additionner leurs résultats. Voici un tableau qui vous montre en 6 colonnes ce que peut faire un dé et en 6 lignes ce que peut faire l'autre. Et le contenu du tableau, bien sûr, est le total des 2 dés. Je m'aperçois que si mes dés sont bien équilibrés, chacun de leurs résultats, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, a une chance sur 6 de sortir. Et bien là, on peut en être sûr, chacun des couples de dés va avoir les mêmes chances que les autres couples de sortir. Or, en croisant 6 résultats avec 6 autres, j'ai 36 résultats possibles, 36 couples possibles, qui chacun a une chance sur 36 de sortir. Je m'aperçois, d'après ce tableau, que j'ai une seule possibilité de faire un total de 2. Il me faut le double 1 avec mes dés. Par contre, j'ai beaucoup de possibilités d'obtenir un total de 6, et encore plus un total de 7. Pour obtenir un total de 6, je peux faire 5 et 1, ou 4 et 2, ou 3 et 3, ou 2 et 4, mes 2 dés n'ont pas fait la même chose qu'avec 4 et 2, ou 1 et 5. J'ai 5 possibilités d'obtenir un total de 6, alors qu'en face, j'en ai une seule d'obtenir un total de 2. Donc j'ai 5 fois plus de chances de faire 6 que de faire 2 en lançant mes 2 dés. Donc non, mes résultats au-dessus de 2 à 12 ne sont pas équiprobables. Or, j'ai dit tout à l'heure que si les résultats n'étaient pas équiprobables, alors la formule en bleu n'était pas valable. Donc je ne peux pas l'utiliser pour calculer directement la probabilité d'obtenir un total de 7, par exemple. Cet ensemble-là de la question A n'est pas un ensemble oméga valide en tant qu'univers des possibles à l'issue de mon expérience. Ça n'est pas mon oméga que j'attendais ici. Donc nous allons bien sûr construire d'abord un univers d'éventualité équiprobable avant de pouvoir faire des calculs de probabilité. Plutôt que de parler des totaux qui ne sont pas équiprobables, parlons des couples 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 2, 2, 3, etc. Je sais que mes couples sont équiprobables et qu'il y en a 36. Alors pour information, si on voulait savoir à l'avance qu'il y en aurait eu 36, nous sommes ici dans les P-listes. Et j'en profite pour insister sur les dénombrements. Les lancers de pièces de monnaie ou de dés conduisent toujours aux P-listes. Il y a un ordre à prendre en compte et il y a une répétition possible. Bien, maintenant, je travaille dans Oméga. Et donc, les événements qui vont m'intéresser dans l'exercice doivent être traduits en sous-ensemble de Oméga. Donc, en ensemble de certains couples de dés. Alors, qu'à cela ne tienne, on va pouvoir faire une traduction. Par exemple, question D, on définit les événements A, obtenir un total de 10, et B, obtenir au moins 10. Je m'aperçois, grâce à mon tableau à droite, que obtenir un total de 10 s'obtient avec 3 couples possibles. 6, 4, 4, 6 et le double 5. Donc, l'événement A est l'ensemble 4, 6, 6, 5, 6, 4. 5, 5, 6, 4, pardon. Et donc, la probabilité de A va être 3 chances sur 36. Si je simplifie, une chance sur 12. Que vaut P de A bar? Alors, je ne vais pas m'amuser à compter le nombre de couples qui correspondraient à A bar, c'est-à-dire obtenir autre chose que 10.
c'est simplement 1 moins P de A. Après, la deuxième formule du haut, ou plutôt la première formule. Les autres ne sont pas considérés comme des formules dans la première ligne. Donc j'ai 33 chances sur 36, ou encore une fois 11 chances sur 12 après simplification. Pour P de B, obtenir au moins 10, je me réfère à ce que me montre mon tableau. Au moins 10, c'est 10, 11 ou 12, et je m'aperçois rapidement que ça correspond à 6 couples dans oméga. Donc j'ai 6 chances sur 36, donc une chance sur 6. Voilà, cette fois-ci, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour les exercices. À bientôt.